Merci. Très bien, alors je vais intervenir sur justement le rôle de l'Union européenne dans les mesures prises contre les intérêts iraniens dans la lutte contre le terrorisme. Je vais également essayer surtout, afin de dynamiser, d'y passer le moins de temps possible, de voir véritablement cette intervention en parallèle avec celle qui va suivre, celle d'Anthony Alexandre. Ce matin, j'ai d'ores et déjà remercié les organisatrices du colloque. C'est un colloque, maintenant on en a la certitude, qui est très réussi pour la richesse de ces échanges, qui permet de mettre en relief justement un certain nombre de divergences, notamment par rapport on va dire tout simplement aux disciplines sur lesquelles on peut travailler. On va évoquer des aspects qui ont trait au terrorisme, et ce sont des aspects qui ont un caractère juridique et non pas ici politique, ce qui véritablement change le paradigme. Donc de ce point de vue-là, on peut parfaitement arriver à formuler vraiment des aspects qui sont des aspects totalement différents, et notamment d'évoquer que des hypothèses de terrorisme fondées justement sur la religion sont des hypothèses qui sont quand même très anciennes et qui puisent leurs racines dans un certain nombre d'origines. Pourtant, par rapport à l'Union européenne, ce que l'on dit fréquemment juridiquement, et cette affirmation se vérifie pas pour l'Iran, pour ainsi dire, c'est que on dit que le terrorisme est un des vecteurs de l'intégration européenne. C'est repris par la plupart de la doctrine, qu'elle soit interne ou justement européenne. Pourtant, le terrorisme reste une des seules matières dans laquelle va s'exprimer justement la souveraineté nationale. Il est vrai qu'à l'heure actuelle, pourtant, on trouve des compétences du droit de l'Union européenne en la matière, surtout avec l'essor du traité d'Amsterdam depuis 1999. Pourtant, le terrorisme reste ici sur un modèle qui est un modèle qu'on va qualifier d'étrange, de paradoxal, voire même d'inversé en la matière. Alors que l'on voit des phénomènes en matière de blanchiment et de corruption, et c'est ce sur quoi on va travailler d'ailleurs par la suite, des phénomènes où justement le droit de l'Union européenne précède le droit interne, constitue ici une source d'inspiration. À l'inverse, en matière de terrorisme, le droit de l'Union européenne est plus suiveur et attentiste qu'autre chose. Comment est-ce qu'on peut affirmer des choses pareilles? D'abord, on va évoquer les textes, la décision cadre du 13 juin 2002, je pense que vous allez justement détailler, qui a été modifiée par une autre décision cadre par la suite, qui fait immédiatement suite aux attentats du 11 septembre 2001, donc une prise en compte du droit de l'Union européenne. On constate immédiatement une prise en compte qui est tardive, postérieure aux différents attentats. À ce moment-là, le droit de l'Union européenne, non pas va être une source d'inspiration, mais va s'inspirer du droit des États européens. Et terroristes, des infractions qui sont des infractions classiques de droit commun, mais commises avec un mobile terroriste. Il s'agit d'intimider ou de terroriser. Cette définition est reprise par les instruments européens. Elle est tout simplement reprise. Certes, la menace terroriste va changer et va se transformer de nature. Et avec les actes terroristes que l'on a connus par la suite en France, en Occident de façon générale, il va y avoir de nouveaux instruments. Avec, parmi ces instruments, des aspects qui sont des aspects très intéressant. On a une résolution du 25 novembre 2015, par exemple, qui, ici, parle de coordination, d'établissement d'une liste noire des djihadistes et même des djihadistes terroristes présumés. Ça, je sais que ça vous plaît beaucoup quand on présume ici le djihadisme. La définition de ce que sont les combattants étrangers, pour pouvoir justement les juger à leur retour dans le droit de l'Union européenne. Ça, c'est dans une résolution, je le répète, du Parlement européen de 2015. Je ne suis pas en train de vous détailler le programme d'un des candidats, ici, à l'élection présidentielle en France. La mise sous rétention administrative des personnes justement susceptibles d'être jugées dangereuses. L'instauration de contrôles systématiques aux frontières de l'Union européenne. Nouvelle fois, c'est dans la résolution du 25 novembre 2015. Un texte non contraignant, adopté postérieurement, une nouvelle fois, à des attentats. On a ici donc ce que l'on va qualifier de droit mou, de soft law, du droit qui sera qualifié de droit non effectif, et je sais qu'en disant cela, bien évidemment, ça va faire réagir les plus européanistes d'entre vous. Déjà ici, dès lors que l'on envisage ce type d'aspect, eh bien, on constate tout de suite que ces dispositions par rapport au terrorisme vont manquer cruellement d'efficacité. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire on va s'intéresser à la situation de l'Iran, où, là encore, ici, le droit de l'Union européenne, s'il n'est pas attentiste en tout cas, est assez naïf par rapport à ces questions. Et alors, donc un raisonnement en deux temps, d'abord de dire que lorsque l'on remet en cause le droit de l'Union européenne, ce sont les États membres que l'on remet en cause, et puis par la suite également les instruments qui fonctionnent et que ces instruments sont plutôt d'inspiration internationale. Tout d'abord, on peut évoquer l'effacement du droit de l'Union européenne par rapport aux États membres.
il y a une répartition des compétences en droit de l'Union européenne par rapport au terrorisme, qui est une répartition qui est déséquilibrée. On parle dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, article 4, sous petit j justement, on parle d'un espace de sécurité de l'Union. Donc les instruments juridiques existent, espace de sécurité avec une coopération judiciaire en matière pénale, en matière policière, une coopération administrative aussi qui est organisée. Pourtant la lutte contre le terrorisme relève en premier lieu, c'est ce que nous disent aussi les textes, de la responsabilité des États. Donc ce sont les États de prendre l'initiative. La Cour de justice, ici, d'ailleurs, ne se reconnaît pas compétente pour statuer sur les responsabilités des États dans leurs éventuelles lacunes, dans les éventuels manquements, dans la lutte contre le terrorisme. Et l'intervention de l'Union, donc des États, s'effectue dans le cadre du respect des droits fondamentaux et des différents systèmes des traditions juridiques des États membres de l'Union européenne. C'est l'article 67, paragraphe 1er du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc, les États, ici, doivent participer, doivent œuvrer dans la lutte contre le terrorisme. C'est déjà, ici, un aspect qui est un aspect essentiel. Et puis, immédiatement, on va le voir comment va s'exprimer cette souveraineté. C'est un deuxième temps de ce premier aspect. Alors, comment est-ce que ça s'exprime? Ça s'exprime à travers la souveraineté. De ce point de vue-là, le droit de l'Union européenne, il se situe à la traîne du droit international et notamment du GAFI, Groupe d'action financière, qui est une enceinte de coordination internationale en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Alors pourquoi axer maintenant ces développements sur ceci? C'est très simple. Pour bâtir cette intervention, j'en avais discuté avec les organisatrices. D'abord, je leur avais dit, est-ce que vous êtes sûr de vouloir me faire intervenir sur une thématique comme celle-ci? Puisque quand on intervient comme celle-ci, il y a deux façons de faire les choses, c'est-à-dire une façon, on va dire, très tiède des choses, une présentation totalement normative, puis une présentation un petit peu plus effective et quelque peu engagée. Bon, pour me calmer, elles m'ont mis modérateur ce matin, mais ici, les propos peuvent n'être qu'engagés par rapport à ces développements-là. Pourquoi ? Quand on tape dans les moteurs de recherche des différentes revues juridiques le terme terrorisme, le terme Iran, on s'attend à voir sortir un certain nombre d'entrées. Alors je tape sur les différents moteurs de recherche, des grands éditeurs juridiques, terrorisme, Iran, je trouve au départ rien. Je cherche un petit peu plus, je rentre un système de mots-clés, j'ai quand même été formé à ces choses-là. Je tombe sur une décision sur laquelle on va revenir par rapport aux Moudjahidines du peuple. J'attendais le Hezbollah, j'ai les Moudjahidines du peuple. Je suis extrêmement surpris, je suis choqué, justement, et que lorsque l'on constate ces différents aspects, c'est que la lutte contre le terrorisme par rapport à l'Iran, justement, ne prend pas nécessairement la forme que l'on va attendre. Alors, justement, où est-ce que l'on peut trouver des sources? C'est par rapport au GAFI. Le GAFI, on voit, le GAFI contient des listes des différents pays qui sont des pays problématiques, et là on va parler du financement du terrorisme. Finalement, aujourd'hui, c'est là où se situent les différents enjeux et les enjeux principaux en la matière. Le financement du terrorisme, il y a d'abord une déclaration publique des pays jugés non coopératifs parce qu'ils ne coopèrent pas avec le GAFI ou qui ne font pas suffisamment de progrès. C'est là où on trouve l'Iran. Donc on trouve l'Iran tout de même dans cette liste-là, on va y revenir. L'Iran n'est plus dans cette liste désormais. Mais au départ, elle est dans cette liste, à côté d'autres États comme la Corée du Nord, ou encore la Birmanie, ou l'Éthiopie. Voilà, au total, on a une petite dizaine d'États. Il y a un échelon intermédiaire. La liste intitulée « Améliorer la conformité aux normes sur les luttes contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ». C'est des pays qui sont, et il y en a 41 sur cette liste, qui se sont engagés à un haut niveau politique à mettre en œuvre dans les meilleurs délais un plan d'action élaboré par le GAFI pour combler leurs lacunes. On a donc 10 pays sur cette première liste noire, et puis par la suite on va dire 31 pays sur cette deuxième liste grise. Donc, parmi ces pays, il y a, je ne sais pas, je vous cite au hasard, la Mongolie par exemple, le Soudan, le Tadjikistan ou le Zimbabwe encore. Bon, très bien. Parmi tous ces différents pays, après, il y a des normes en interne qui s'adressent aux opérateurs économiques, qui figurent dans le Code monétaire et financier, et la Direction générale du Trésor appelle les différents professionnels à prendre en compte ces informations délivrées par le GAFI, dans leur analyse des risques, c'est-à-dire
lorsqu'ils procèdent à des investissements, on leur attire l'attention de ce point de vue-là pour mettre en œuvre des dispositifs de sécurité sous le contrôle de différentes autorités pour mettre en œuvre un certain nombre de mesures qui sont des mesures de vigilance par rapport à leurs relations d'affaires. Pourquoi? Parce que le GAFI s'est rendu compte très tôt, mais il est limité par sa propre compétence, que le financement du terrorisme, c'est finalement ce qui gouverne le terrorisme en lui-même. Alors, ça relève un petit peu de ce que l'on avait déjà vu ce matin, mais s'agissant de cette déclaration publique, les choses ont évolué, et elles ont évolué depuis le 24 juin 2016. On constate une évolution concernant l'Iran. C'est du moins ce que dit le GAFI. On constate une évolution. Il y a un engagement politique de l'Iran qui est qualifié de haut niveau. Alors là, il s'agit de documents qui ne figurent qu'en langue anglaise sur le site du GAFI. Et de ce point de vue-là, comment a fait l'Iran pour sortir de la liste noire, être dans une liste grise où on n'incite pas à investir, mais finalement, on ne bloque pas tout à fait les investissements? C'est que l'Iran a eu la bonne idée de demander son assistance technique au GAFI pour mettre en œuvre son propre plan d'action. Désormais, donc, les contre-mesures qui étaient proposées, qu'il s'agit là de mesures, on ne peut pas parler de sanctions. On a beaucoup discuté avec les organisatrices, j'ai été insupportable avec elles pour changer à plusieurs reprises le terme de mon intitulé. Il n'y a pas de sanctions. Ce sont simplement des mesures. Donc là, il y a une suspension des contre-mesures pour 12 mois. Durant ces 12 mois, on va suivre les progrès de l'Iran pour mettre en œuvre leur propre plan d'action. Et si l'Iran ne respecte pas ses engagements, on va rétablir ces contre-mesures. Donc, on est quand même dans une situation un petit peu paradoxale où, avec cette idée de dialogue que l'on avait déjà rencontrée par rapport aux aspects économiques, désormais, on dialogue avec l'Iran, l'Iran prend un engagement qui est théorique, demande au GAFI lui-même d'intervenir pour mettre en œuvre cet engagement-là, on suspend immédiatement les mesures. On pourrait envisager un autre système de sanctions, et en termes d'effectivité, ici, on est quand même sur des difficultés. Bon. Voilà ce qu'il en est par rapport au GAFI. Alors, bien évidemment, on va pas uniquement se contenter des aspects qui sont des aspects négatifs. Donc, il y a également une stratégie globale qui est mise en œuvre par le droit de l'Union européenne. Alors, il y a de cette façon-là une longue litanie d'instruments incitatifs ici, dont la terminologie et également la nature donne le tournis. La décision cadre de 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, modifiant le règlement de 2001 relatif aux mesures restrictives d'application en matière de terrorisme qui ont doté l'Union européenne d'outils indispensables, nous dit-on, à la répression pénale, à côté d'une directive relative à la financement du terrorisme, à côté également de la décision cadre relative au mandat d'arrêt européen, qui est un instrument utile qui est mis en œuvre. Et là, on voit dans le droit de l'Union européenne, alors ici, si j'avais 3 heures de suite, je sais pas 3 heures, hein, c'est ça, non, c'est dommage. Je détaillerai parce qu'il y a 17 actions. Alors, dans les actions, il y a les stratégies, les programmes, et les stratégies, les programmes, les plans d'action, afin d'élaborer un modèle européen de sécurité, de lutte contre le terrorisme. Il y a même la création en 2011 d'un réseau de sensibilisation à la radicalisation qui rassemble les acteurs, travailleurs en première ligne par rapport à ces différents domaines et qui sont sur ces questions. Il y a le programme de Stockholm également qui a mis en place un certain nombre d'instruments. Ces instruments, ici, ont mis en place des stratégies. Stratégie à l'orée 2010-2014, stratégie 2015-2020. Alors, les textes, ils sont bien évidemment accessibles, et puis ce à quoi on s'attend, c'est bien évidemment des textes qui sont des textes contraignants. Pas de textes contraignants. Plus encore, des raisonnements qui sont parfois des raisonnements un peu alambiqués dans la présentation qui en est faite ou dans la mise en œuvre qui en est faite. On fait appel au droit de l'Union européenne en espérant trouver là une solution qui n'y figure pas dans le droit de l'Union européenne par rapport à ces agissements qui ont trait au terrorisme. Pourquoi ? Parce que étonnamment, et là-dessus je me suis quand même quelque peu documenté, lorsque l'on traite du terrorisme, la première chose que l'on s'attend à voir, c'est d'évoquer, et le financement du terrorisme, c'est d'évoquer la question du Hezbollah. Le Hezbollah, on n'en trouve qu'une trace extrêmement limitée, voire pas de trace. Plus encore par rapport au gouvernement, à l'État Iran, à proprement parler, pas l'Iran de façon globale, parce que ça serait capable d'englober ici la population qui n'y est absolument pour rien. On sait pertinemment, et ça, bien évidemment, je me suis suffisamment documenté, que le Hezbollah et le gouvernement iranien, on est quand même sur une proximité
voire même pour certains une identité. Pour autant, ici, les mesures qui sont prises sont des mesures qui ne sont pas tout à fait efficaces, ou en tout cas des mesures qui sont quasiment, de ce point de vue-là, inexistantes. Alors bien évidemment, de lutter contre le terrorisme, ça va inciter, ça pose une difficulté, qui est une difficulté, et je vois bien que ça s'agite beaucoup, mais c'est une difficulté de définition du terrorisme. La définition juridique du terrorisme, c'est celle que j'ai évoquée, et moi je ne me fonde que sur des aspects qui sont des aspects juridiques. D'un point de vue politique, ici, et c'est ce qui se passe par rapport justement à l'inscription qui a eu lieu par rapport aux Moudjahidines du peuple, c'est-à-dire que politiquement on est susceptible d'évoquer une entité terroriste dès lors qu'il s'agit d'une entité qui vise à lutter contre un gouvernement. Mais si ce gouvernement lui-même finance le terrorisme, comment peut-on dire que ceux qui luttent contre le terrorisme eux-mêmes sont des terroristes? Et il y a eu toute une action judiciaire, juridictionnelle, qui a conduit justement au fait d'effacer les Moudjahidines de ces dispositions-là. On va l'évoquer bien évidemment très très rapidement, ne vous inquiétez pas, mais on va évoquer cette considération-là parce que là, on se situe sur un mode de raisonnement généralement, qui est un mode de raisonnement qui me semble, propos qui est relativement engagé, mais qui me semble quand même assez simpliste. Ce mode de raisonnement consiste à dire ici, voilà, l'idée c'est la chose suivante, l'ennemi c'est Daesh, donc tous les ennemis de Daesh, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. C'était, je me souviens, le même mode de raisonnement que j'avais à l'école maternelle, lorsqu'ici j'avais un ennemi, et du coup je me faisais copain avec tous ces ennemis en espérant pouvoir lui créer des problèmes. Je pense que la géopolitique quand même mérite un tout petit peu mieux qu'un raisonnement qui est digne d'un enfant de 6 ans. Alors, partant de ces considérations, que s'est-il passé par rapport aux Moudjahidines? On a inscrit donc l'association des Moudjahidines dans cette liste ici, dans cette liste qui indique que l'on a gelé les différents fonds. On a une position commune qui servait de fondement à cela. Une contestation a eu lieu devant le tribunal de l'Union européenne, du tribunal de première instance de l'Union européenne, qui finalement, dans sa décision du 12 décembre 2006, intitulée, ce qui est logique, « Organisation des Moudjahidines du peuple d'Iran contre le Conseil de l'Union européenne », qui a levé ces différentes sanctions. Non sur le bien fondé, il n'y a pas eu de discussion sur le bien fondé, ça n'a pas donné lieu à un débat qui était un débat politique sur le point de savoir qu'est-ce que le terrorisme ou qu'est-ce que n'est pas le terrorisme, mais plus encore, ici, la discussion a eu lieu, et c'est paradoxal, cette leçon de droit qui a été donnée, sur le fait qu'en la matière, ni le principe du contradictoire, qui est pourtant essentiel à toute prise de décision, ni les droits de la défense de façon générale, non, dans cette procédure, étaient respectés. Donc finalement, on aboutit à quoi? Tout simplement une levée des sanctions. Alors, bien évidemment, ici, il y a deux enseignements que l'on peut dire, un enseignement un petit peu négatif. Je sais que mon intervention est empreinte d'aspects négatifs, mais justement, c'est pour ça que vous êtes là, pour donner un petit peu, par la suite, des aspects positifs et de l'espoir. C'est d'abord de dire que, par rapport à ces considérations-là, eh bien, l'organisation des Moudjahidines a rappelé à l'Union européenne ce qu'était le respect des droits qui sont inhérents à ce que c'est tout simplement le procès équitable. Quand une personne est poursuivie, elle a le droit de se défendre, d'une part, mais d'autre part, ce faisant, la décision ayant été contestée jusque devant la Cour de justice, finalement, la Cour de justice a affirmé quoi? La compétence de l'Union européenne en matière de lutte contre le terrorisme. Ce qui signifie, et ce sera mes propos conclusifs, tout simplement de dire que l'Union européenne a les moyens juridiques d'intervenir, mais qu'il faudrait qu'au lieu de mettre en place face au terrorisme un simple mur de papier, elle se décide d'agir en prenant des mesures qui soient effectives. Je vous remercie.